Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de mon podcast. Ça fait longtemps, ça fait très longtemps que j'ai fait un épisode pour plusieurs raisons, toutes sortes de raisons. Tout d'abord, une situation assez particulière en ce moment. Vous êtes dans la même situation. Avec le virus et tout ça, j'ai un enfant quand même. Fait que, il n'y a plus de garderie, il faut que je m'occupe de cet enfant-là. 24 heures sur 24, c'est beaucoup de temps, un peu moins de temps dans ma journée. Et en fait, tout court, juste avant ça, j'avais pensé arrêter le podcast pour plusieurs raisons, parce que c'est beaucoup de travail. Je reçois souvent des invités, il faut que je lise les livres, il faut que je fasse des recherches et tout ça. Tu sais, moi, j'ai rien contre ces podcasts-là, mais il y a beaucoup de podcasts, on invite des humoristes, on se raconte des anecdotes, puis tout ça, c'est bien relax. J'ai pas nécessairement besoin d'énormément de préparation, mais j'essaie d'avoir des invités que ça demande plus de préparation. Puis c'est en train de gruger tout mon temps. J'ai quand même une carrière, j'ai quand même des projets, puis tout ça, fait que ça rentrait plus dans mon horaire. J'étais plus capable de livrer à chaque semaine. Et j'en ai parlé à mes Patreons et finalement, eux autres m'ont dit que, et je les remercie en passant, merci de leur support, ils m'ont dit, un par mois, on serait correct avec ça. T'sais, si tu nous envoies juste un podcast par mois, un podcast de qualité, on va être bien content avec ça. Donc, j'ai décidé de continuer strictement à cause de mes Patreons. Donc, je les remercie. Vous voyez que c'est quand même important de s'abonner si vous aimez le podcast, parce que ça peut carrément sauver un podcast. Fait que je remercie les Patreons de me supporter dans un débit un peu moins régulièrement de podcast. Fait que, mais quand même, c'est ça, j'ai quand même promis à mes Patreons que si je faisais des podcasts, si j'en faisais un chaque mois, j'allais leur réserver des invités de marque quand même. Puis je pense que j'ai réussi ça. C'est Alain Deneau cette fois-ci pour la deuxième fois. C'est pas la première personne que je reçois deux fois. En fait, j'ai reçu Pat Laprade deux fois, une fois seul, une fois avec PCO. Et bon, j'ai reçu Simon Cohen et Simon Gouache plusieurs fois pour les épisodes de Comedy Geeks. D'ailleurs, Comedy Geeks, je le ferai plus personnellement. J'ai un peu passé la POC à Simon Gouache. Allez voir ça. Il a continué ça à sa manière avec toutes sortes d'humoristes. Si ça vous intéresse de continuer à écouter ce genre de contenu-là. Moi, j'avais plus le temps, comme je vous ai dit, fait que je voulais pas que ça meure. Fait que il continue ça, mais à sa manière. C'est un autre projet, mais un peu avec la même vibe. Fait qu'allez écouter ça. C'est sur la page de Simon Gouache, sur sa page personnelle. Ça s'appelle Face à face à face. Donc, Alain Deneau, on est en situation de crise et moi, je me suis pas beaucoup prononcé. J'ai pas fait de grand-chose. Je fais pas de live en ce moment. J'essaie d'absorber ça, de prendre du recul, de pas dire n'importe quoi, d'essayer de comprendre ce qui se passe, essayer de pas m'approprier ça non plus pour servir mon propre agenda ou ma propre personne, j'essaie j'essaie de pas entrer dans une logique de productivité. Je pense que c'est un bon moment en ce moment pour prendre ça un peu plus relax, analyser ses choix de vie, essayer de repenser tout ça. Et qui de meilleur pour repenser un système que Alain Deneau, il est très bon là-dedans. D'ailleurs, je vous conseille ses premiers livres sur l'économie de la nature, l'économie de la foi, l'économie de l'esthétique. Très intéressant, allez voir ça. Puis, il n'a pas déçu encore une fois. Puis, il a quand même fait attention là, de pas lui non plus récupérer ça puis se placer en espèce de spécialiste qui a tout compris. Il y avait quand même une certaine humilité là-dedans, mais il est toujours très intéressant et quand même assez coup de poing par moment. Donc, j'ai hâte que vous entendiez ça. Je vais reploguer mon Patreon parce que vous voyez qu'il est quand même très important. Si vous êtes intéressé à ce genre de contenu-là, allez vous abonner au Patreon. Et pour la première fois, j'ai pas de show à plugger. J'ai zéro show à plugger. Il n'y en a plus de show jusqu'à je sais pas quand. D'ailleurs, le docteur Mobilo Aquafest, on prévoyait faire un show le 18 juillet, je pense. Assurément, ça n'aura pas lieu. On pensait peut-être à l'automne, mais là, même à l'automne, ça semble compliqué. Je vous tiens au courant, les gens qui ont acheté des billets, qui ont acheté des passes. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? C'est sûr qu'il va y avoir quelque chose. Ça, je vous garantis qu'il va y avoir quelque chose, puis ça va être gros. Ça va être un gros show, mais je ne sais pas quand exactement. Puis pour mes shows, personnellement, je ne le sais pas plus. Il y a des shows qui ont été remis, qui vont être re-remis. Je sais pas. Je sais pas ce qui arrive. Je sais pas ce qui arrive avec ma carrière tout court. Je vais être bien honnête.
c'est sûr que je vais finir cette tournée-là, mais je sais pas ça va être quoi le retour à la normale, entre guillemets. Là, on va en parler avec Alain Deneau, là, quand on va parler de normal. Mais je sais pas si les gens vont aller voir des shows à nouveau. Je sais pas ce qui va arriver avec ça. C'est sûr que moi, j'aime ça la scène, puis je veux en faire à nouveau, mais on est vraiment dans le flou en ce moment. Mais pour l'instant, on fait des podcasts. Hein? Tout le monde fait des podcasts en Zoom. Et c'est ça que je vous propose aujourd'hui. Donc, bonne écoute, bon visionnement. Bye bye. Ben, Alain Deneau, merci. Merci d'être de retour à mon podcast dans une situation assez particulière quand même. Tout d'abord, ben, je vais te demander comment ça va, parce que c'est quand même une question qui est importante ces temps-ci. Ça a pris un tout nouveau sens. La santé, tout ça, ça va bien? Oui, moi, sur un plan personnel, rien à dire, comme souvent Ouais. d'ailleurs. C'est spécial quand même parce que la dernière rencontre, ça fait plus qu'un an, je pense on s'était rencontrés. Puis la conclusion un peu de notre entretien, c'est que ça pouvait pas continuer comme ça, qu'il fallait que ça change éventuellement. Et ça a changé. Et d'une drôle de manière, l'avais-tu anticipé comme ça, l'espèce de changement qui allait bouleverser le système actuel? Non, bien malin, la Ouais. personne qui aurait pu dire que cette pandémie serait survenue là comme ça en 2020. Euh, Cela dit, bon, il m'intéresse pas de, de voir l'événement qui est que le nôtre à une échelle planétaire aujourd'hui comme étant un absolu et d'enfermer la pensée dans les termes seuls de ce moment-là. C'est-à-dire que d'y voir, au fond, l'alpha et l'oméga Mm-hmm. de ce qui explique notre situation sur un plan social, sur un plan institutionnel, sur un plan psychologique, psychosocial, ainsi de suite. Pas mettre trop de Il y a un poids sur ce phénomène que je trouve virus-là. intéressant dans ce qu'on observe là quand on lit les uns et les autres, c'est qu'au fond, malgré tout ce qu'on peut dire, la situation ne nous change pas tellement intellectuellement. C'est-à-dire que je me rends compte, et moi je ne fais pas exception, hein, si je suis autocritique, là, je ne fais pas exception du tout, euh, qu'on continue de penser la situation avec la grille de prédilection qui était la sienne avant la pandémie. Ouais, ouais, C'est-à-dire qu'une personne, je ne sais pas, qui est dans la méfiance beaucoup, voire la paranoïa, mais je distingue vraiment les deux, là, c'est pas pareil, mais va tout de suite penser aujourd'hui en termes, je sais pas, de profit que peut tirer l'industrie pharmaceutique de la situation, quel rôle elle joue, quel rôle elle ouais. jouera, comment elle va essayer de tirer son épingle du jeu, d'en profiter. Bon, je sais pas, moi, quelqu'un qui est malade imaginaire va se convaincre que ça y est, il est positif. Quelqu'un qui est intéressé par les enjeux sociétaux va penser, bon, dans l'éventail, je veux dire, des gens moins privilégiés, victimes, ainsi de Mm-hmm. suite, qui est où sur ce vaste échiquier sociologique. Euh, bon, les racistes vont dire que c'est un virus chinois. Bon, je veux dire, Tout le monde trouve son compte, ouais. moi, je continue de penser comme je pensais, quoi. C'est-à-dire, j'intègre, comme tout le monde, là. Je suis pas mieux, je suis pas pire, quoi. J'intègre, mais parce que tout le monde a, au fond, développé un discours sur le monde, Mm-hmm. sur les choses, sur l'histoire, sur notre société qui a quand même une prise, ou en tout cas, c'est plus ou moins crédible selon les exemples que j'ai donnés. Ouais, ouais. Mais en tout cas, au moins un rapport au monde, quoi, qui peut être triste, qui peut être violent, qui peut être stupide, qui peut être fin, qui peut être original, qui peut être aliéné, qui peut être, bon, le discours aliéné, ça serait de boire les paroles du premier ministre en espérant que tout revienne à la normale bientôt, quoi. Ça serait une espèce C'est pas mal la majorité. d'intégration, quoi. Ou une adhésion qui n'est pas aliénée totalement ou pas aliénée du tout, mais qui est une adhésion réfléchie à notre mode, quoi, à supposer qu'on puisse aller jusque-là, quoi. Il y a de toute façon une sorte de résistance des positions intellectuelles de part et d'autre qui témoigne du fait, il me semble, que cet événement-là s'inscrit quand même encore dans une histoire qui a sa cohérence, quoi. Et en même temps qu'on peut observer que, d'une manière peut-être même crispée, on campe sur nos positions. Hein. J'ai pas vu beaucoup de critiques du capitalisme surgir
outre que chez les gens qui ont déjà cette critique-là. Oui, oui, non, je comprends. J'ai pas vu beaucoup de gens tout d'un coup militer pour l'État social sur un mode explicite, bien que il y aurait beaucoup de raisons de le faire. C'est-à-dire qu'on sent qu'on reste quand même sur ses positions. Cela dit, j'insiste pour dire que il se serait à tort qu'on verrait dans cette situation-là un statu quo, dans la mesure où le monde dans lequel on est, lui, progresse. Hein, c'est pas vraiment un statu quo dans le sens où c'est pas parce que nos positions restent les mêmes que le monde dans lequel on prend position, lui, reste le même. Oui, oui, oui. Lui, il continue d'évoluer sur un mode, et là, j'embraye avec mon discours, hein, sur un mode inquiétant. Et la pandémie n'est pour moi, comme pour beaucoup de gens qui ont une approche, disons, écologiste, pour les dire comme ça, même si le terme mérite d'être débattu, là, bon, pour beaucoup de gens, il est évident que cette pandémie-là s'inscrit dans une série de signes qui montrent que la planète ne peut plus supporter les assauts qu'on lui fait subir. Hein, et les signes, on va parler des assauts, mais les signes, c'est très clairement les raz-de-marée, la montée anormale des crues, la fonte des glaciers, l'érosion des sols, l'avancée du désert, la disparition des forêts. C'est des tsunamis qui sont favorisés par la fonte des glaciers, ont même des tremblements de terre qui sont favorisés par le réchauffement climatique. C'est le continent de plastique. Et c'est ensuite des ouragans, des feux de forêt. Et quoi encore? Il faut des crises du verglas. On est confronté d'une manière accélérée et régulière à des phénomènes qui nous rappellent que notre mode de vie n'est pas viable. Mhm. Bon, ça Mais c'est quand même la c'est... première fois qu'on est forcé à écouter. Et j'imagine que c'est un peu parce que, bon, pour la première fois, ça peut tuer n'importe qui, les riches inclus. J'imagine que c'est pour ça que pour la première fois, on écoute un peu plus la nature, là, je vais dire ça en gros, mais c'est quand même c'est une situation qui est assez particulière. Moi, je pensais pas voir ça un jour. Moi, un peu comme tout le monde, quand j'ai vu ça se développer, je me suis dit ah ben la technologie va régler tout ça. Ils vont trouver un vaccin rapidement, ça se rendra pas jusqu'à nous, on se rendra pas à des mesures extrêmes. J'avais comme la confiance en la technologie que tout le monde en a, j'imagine. Mais oui, c'est la première fois que l'humanité est forcée de s'arrêter à réfléchir un peu, non? Oui, c'est un... il y a Il n'y a beaucoup plus de la choses fuite en par en jeu. avant, là. Ouais, il y a beaucoup de choses en jeu. Effectivement, sur un mode direct et indirect, la classe dominante est concernée. On ne peut pas isoler, comme pour l'Ebola ou pour des enjeux qui n'ont rien à Mhm. voir avec des pandémies, mais qui concernent des catégories sociales, hein, comme, je ne sais pas, moi, je vais donner des exemples qui sont peut-être pas bons, mais le crack à New York ou, Ouais, bon, ouais, ouais. des C'est phénomènes comme isolé, ça, ça. mortifères, qui sont isolés et qui concernent les classes dominées. Ouais, tout d'un coup, les classes dominantes sont touchées tout simplement parce que ben, ce sont ces membres qui voyagent, Mhm. qui sont dans le star system, qui se côtoient, qui sont dans des 5 à 7, qui sont dans des moments publics qui concernent toujours beaucoup de gens. Bon, en tout cas, une grande partie d'entre eux. Donc, effectivement, même s'ils sont beaucoup plus outillés que le Kidam pour faire face aux problèmes lorsqu'on y est confronté, lorsqu'on est atteint, il reste que c'est une menace directe pour la personne, mais c'est aussi une menace pour le système. Parce que s'il y a un vent de panique, s'il y a une crise, disons, psychosociale, s'il y a tout d'un coup, il y a un malaise social qui est tel qu'on ne veut plus aller travailler, on ne veut plus aller Ouais, consommer, on veut plus, si on laisse ça faire, fonctionne là, plus. disons, ben, c'est tout le système qui va dérailler, et donc c'est le capital qui va payer le prix à long terme. Là. Donc, on sent qu'il y a une part... L'État social n'a pas tout d'un coup redécouvert ses prérogatives. On n'a pas comme ça des capitalistes comme Ford, Legault, puis Higgs, puis Trudeau, puis Macron, puis Merkel, ou des présidents, Trump, qui tout d'un coup découvre que l'État peut jouer un rôle. Quoi. Pour Trump, c'est pas encore fait. Mais Ouais. c'est tout simplement qu'on comprend, quand on est un petit peu éclairé, qu'il y a une part d'investissement. Mieux vaut laisser le pétrole tomber à zéro, clouer les avions au sol, fermer les restaurants, suspendre hein, le tourisme de masse hein, pour permettre à la chose en 18 mois de se placer.
de façon à espérer relancer la machine après, parce que si on ne le fait pas, là, ça va coûter beaucoup plus cher plus tard et à moyen terme. Donc, il ne s'agit pas de gens qui, tout d'un coup, découvrent l'État social, mais j'espère qu'une grande partie de la population, par contre, comprendra bon, le lien qu'elle a à des institutions publiques qui peuvent être indispensables dans des moments comme ceux-là, mais aussi dans des moments moins dramatiques. Ouais, mais ça te fait pas quand même sourire un peu de voir des gouvernements, justement, là, nous parler de. Moi, je pensais pas voir ça, là, un jour, François Legault nous parler d'achat local, puis d'aller prendre des marches, passer du temps en famille. C'est quand même particulier. Tout d'un coup, on découvre les joies du socialisme et tout ça. Est-ce que, c'est peut-être moi, je vais jouer aux faux optimistes, là, mais est-ce que ça va pas peut-être leur faire réaliser que c'est quand même assez nécessaire pour le futur. On ne peut pas juste se laisser engloutir par cette espèce de monde mondialisé. Pour être honnête, je veux dire vraiment pour être honnête, aussi parce que je tiens à inscrire ce qui se passe dans un temps long. Hein. J'essaie bon, de ne pas trop me laisser avaler par l'information en continu, par la saturation des consciences quant à cette question-là, qui reste importante, là, mais qui finit par prendre vraiment toute la place. Là. Et je suis pas, je me permets de me consacrer à des lectures, à des tâches qui n'ont rien à voir avec Ouais. au quotidien. Bon, donc, je ne peux pas dire que je suis toutes les conférences de presse tout le temps, puis que j'ai une idée très précise de l'évolution psychologique de tel leader. Ce que je constate, c'est qu'effectivement, pour parler de manière générale, il y a des chefs d'État, mais qui sont plus le cadet de mes soucis aussi, là, mais il y a des chefs d'État qui peuvent provenir du milieu des affaires, comme François Legault qui a géré Air Transat, là, et tout d'un coup avoir des responsabilités qui ne sont pas du tout du même ordre, et comprendre vraiment, sincèrement, bon, que là, tout d'un coup, un hôpital, une université, une école, une ville, c'est pas une entreprise. Quoi. Non. Cette manie qu'on a eue pendant 20-30 ans de transposer continuellement le langage des affaires en toutes circonstances, hein, d'imposer, de plaquer le discours de la gouvernance, hein, c'est exactement ça, hein, le discours de la gouvernance qui vient, c'est une théorie du monde des affaires sur le monde communautaire, le monde scolaire, le monde hospitalier, le monde de la culture des arts, et ainsi de suite. On se rend compte qu'il s'agit d'une errance, quoi. Ça ne marche pas, c'est inadéquat, c'est même parfois insensé là, de penser sur le mode lean, par exemple, la gestion des malades dans un hôpital. Et là, Oui. j'espère qu'il y a des évolutions. Ce que je constate aussi, par contre, c'est un durcissement et un braquage chez ceux qui comprennent que cette situation-là pourrait redonner du grain à moudre, hein, puis un second souffle à des mouvements sociaux considérés comme à peu près éteints. Je pense à la France et aux États-Unis. Non? On a dans ces deux pays-là qui sont quand même, du point de vue du discours au moins, si ce n'est pas même du point de vue de l'impact, hein, des puissances, hein, surtout les États-Unis, mais la France aussi est au cœur même de l'agencement de l'Union européenne. On a dans les deux cas un refus du discours social, un refus. Et Emmanuel Macron et Donald Trump insistent pour filer continuellement les métaphores militaires. Parce qu'ils répugnent ces gens-là, ils ne sont pas capables là, d'admettre que l'État a une fonction sociale et que représente des gens et que ses intérêts, hein, que l'intérêt public, que la chose publique, la chose commune dépasse le capitalisme, dépasse les seuls éléments du capitalisme. Ils ne sont pas capables. Ils résistent ou soit ils ne peuvent pas, soit ils sont... C'est probablement, c'est dans leur ADN, on l'a rendu là. En tout cas, c'est dans leur ce qu'ils estiment être de l'ordre de l'intérêt de leur classe. Quoi. Et donc, on a des gens qui, plutôt que de dire, bon, l'État redevient une instance sociale qui reconnaît les services publics, reconnaît son rôle à jouer sur un mode collectif en ce qui concerne la santé publique, le bien commun, et on va en quelque sorte chérir les citoyennes, les citoyens suffisamment pour que tout le monde puisse ensuite partir, hein, être doté des outils requis pour faire quelque chose de sensé dans l'existence, quoi, plutôt que de simplement dire quémander du travail auprès d'un puissant ou chercher par toutes sortes de façons d'arrondir les fins de mois dans le désespoir. Quoi. Ils sont pas capables. Alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des déclarations de guerre. Ils parlent de la guerre. Contre un virus. Générale. C'est ça, ils partent en guerre contre un virus. Qu'est-ce que c'est?
Il y avait ce proverbe-là qui disait la fourmi passe sous la patte de l'éléphant. Là. Eux, ils arrivent avec leur bazooka pour tuer un virus. Quoi. C'est dans leur... Et j'en profite pour dire que de toute façon, qu'on soit plutôt dans une tendance ou dans l'autre, là, la tendance un peu humble où on prend conscience du rôle de l'État au-delà d'être finalement le serviteur du capital, ou bien au-delà de la question un peu comme ça martiale, là, où on part en guerre d'une manière différente. Ce qui me fascine, moi, et ce qui m'effraie aussi, c'est le rôle des métaphores dans cette affaire. Okay. Les métaphores nous trompent. Gaston Bachelard, mais aussi Isabelle Stengers, ou plus près de nous, là, Dominique Pestre, sont des philosophes des sciences qui ont réfléchi la métaphore et qui nous mettent en garde contre elle. Moi, je veux dire, moi, j'ai rien contre les métaphores. Il y en a partout. Le mot métaphore est une métaphore. On est continuellement en train d'utiliser des métaphores. Ouais, c'est un Il beau y a un moment, raccourci. parfois, par contre, où on tombe dans des pièges que nous tendent les métaphores parce qu'on finit par prendre au pied de la lettre les images qu'on utilise On n'est plus dans la réalité. le référent. Hein? Quand on dit il y a une montagne, on finit tellement par, en quelque sorte, s'imprégner de cette image-là de la montagne qu'on ne parle plus que d'une montagne, alors que non, c'est pas une montagne, ça s'appelle une épidémie, c'est un petit peu plus complexe qu'une montagne. Une montagne, habituellement, on sait comment elle est faite, on comprend où sont ses inclinaisons, son plateau. Bon, même chose pour une tempête, il y a le calme après la tempête. Même chose pour parler de guerre, hein, ou même de crise. Hein. C'est plus compliqué que ça. Quoi. On est face à un moment qui requiert, je pense, un usage sémantique et lexical le plus près possible de la chose si on ne veut pas se berner soi-même. Bon, et si on nomme la chose, une épidémie, une pandémie, le plus justement possible, on arrive aussi à en tirer les conséquences. À arriver de cesser de se dire, bon, on ferme les yeux, on traverse la tempête, puis ça, il y aura une issue. Hein? Même chose avec cette fameuse lumière au bout du tunnel et tout ce qu'on veut. Non, l'idée, c'est de penser la chose pour essayer de l'inscrire dans un réel historique qui reste à être pensé. Mais je pense qu'en fait, c'est une manière de garder un certain contrôle. On veut avoir le contrôle de cette chose-là qu'on ne comprend pas. Ça me fait penser au Conseil du patronat qui, tout récemment, ont dit, bon, ben là, il faudrait peut-être revenir à une certaine normale parce que les entreprises vont s'impatienter. Mais comme c'est un virus, on ne peut pas vraiment contrôler ça, mais on veut prendre le contrôle de cette chose-là qu'on ne comprend pas tout à fait, en fait. Je ne sais pas si tu cherches à me mettre en colère, mais ça, je pense Le Conseil du patronat, c'est toujours une bonne manière de mettre quelqu'un en colère de dire ça. Non, mais il y a deux choses déjà dans cette phrase-là. C'est l'idée de la normale. Je parlais du statu quo tout à l'heure. Nous sommes dans un système extractiviste, productiviste, consumériste et capitaliste qui vise à la croissance. Hein? On exploite d'année en année plus qu'auparavant. On produit plus, on vend plus, on bouffe plus, on jette plus, on détruit plus. Il faut qu'il y en ait plus tout le temps. Bon, ce n'est pas une normale, ça. On ne peut pas être à la fois pour la croissance et parler d'une norme dans le sens où la normalité, elle est en transformation. Elle suppose toujours plus de surveillance des citoyennes, des citoyens, elle suppose toujours plus d'aliénation, plus de publicité, plus de production, plus d'achat, plus de destruction, plus de tout, plus d'obésité, plus de perte de sens, plus de films délirants qui nous projettent dans des imaginaires furieux. On est dans un monde qui est, comment dire, dans sa progression même, dans la transformation permanente, quoi, et dans la destruction, et dans l'accentuation des inégalités, et dans la confirmation d'une hégémonie par rapport à un modèle occidental hein, qui finit par prévaloir dans toutes les régions du monde. Donc, c'est ça la norme. Et d'autre part, bien, et c'est vraiment moi, là-dessus que je travaille ces années-ci, là, c'est pour ça que j'en ai soupé de cette fausse dichotomie, là, c'est cette idée qu'il y a l'économie ou quelque chose. Ça c'est Ou une la catastrophe, finalement. c'est un
je veux pas, j'ai des métaphores en tête moi aussi, puis je veux pas en inventer, mais C'est pas grave. il y a là comme un abus de l'esprit. Il y a un abus radical, là. Parce que l'économie ne peut pas être présentée dans une dichotomie si on connaît le sens de ce mot-là. Si on ne peut pas dire il y a l'économie ou la protection des écosystèmes. On ne peut pas dire il y a l'économie ou la santé publique. Il y a l'économie ou une culture et des arts de qualité. Non, parce que la santé, euh, l'écologie, la pensée relève de l'économie bien avant que ce mot-là désigne ce que les économistes en ont fait. Si ça vous intéresse pas d'en entendre parler, éteignez ça, allez voir un. Mais moi, c'est vraiment ça le cœur de ce Ouais, qui. ouais. Ben, tu as Moi, lancé ce que j'aime 3 de livres la. récemment sur l'économie de la nature, l'économie de l'esthétique, l'économie de la foi. En fait, c'est 6 livres, je pense, au final, que tu vas lancer. Oui, Euh, c'est un peu pour te rapatrier ce mot-là quelque part, qui est un peu pris en otage là, par le capitalisme que tu as écrit ça? oui, ben au-delà des bouquins, hein, je suis pas là pour vendre ma salade, là, ça, Non, mais non, non, mais quand m'intéresse de même. voir vraiment comment ce mot-là, effectivement, quand on prend conscience de ce qu'il a signifié, de ce qu'il signifie, de ce qu'il signifiera, hein, renvoie à quelque chose de beaucoup plus, excusez-moi le jeu de mots, mais riche, beaucoup plus puissant, beaucoup plus grand, beaucoup plus complexe que ce qu'on en a fait. Je ne nie pas qu'il y a ceux qu'on appelle les économistes, moi je les appelle les scientifiques de l'intendance, hein, des gens qui s'intéressent à l'intendance, je ne nie pas qu'ils existent, qu'ils produisent des choses pertinentes. Les économistes, c'est une catégorie complexe. Là. Il y a beaucoup d'idéologues, mais il y a aussi des hétérodoxes, des hétéronomes, des atterrés, des gens qui se présentent sous une forme marginale, là, ou en tout cas en résistance. Hein. Je sais que tu as reçu Yves-Marie Abraham, par exemple, Oui, qui est au HEC, oui, quelqu'un qui pauvre ne peut lui. pas être identifié aux économistes de cette caste. Là. Bon, par exemple. Donc, on a là des, euh, des gens qui, d'une façon ou d'une autre, pratiquent des recherches, puis une pensée qui peut être qualifiée d'économie, mais sur un mode régional. C'est une économie parmi d'autres. Il n'y a pas de raison que cette discipline-là s'arroge le mot économie. Il s'intéresse à l'intendance, à la gestion, à la comptabilité, au Mhm. management, à un certain nombre de choses qui concernent l'intendance. Hein. Il n'y a pas d'autre mot. Bon. L'économie, elle, a existé bien avant que, au 18e siècle, là, les ancêtres de ces acteurs sociaux s'accaparent le mot et se disent économistes. L'économie a pu signifier déjà dans les sciences de la nature le fait de l'équilibre des écosystèmes, un équilibre précaire, un équilibre mouvant, un équilibre plein d'accidents, un équilibre en évolution. Bon, ça a été ça l'économie. Et l'économie, ça a été aussi pour les biologistes une pensée de la vie d'un organisme qui soit ni mécaniste, comme par exemple Descartes l'a pensé, ni simplement théologique, hein, c'est-à-dire le fait d'une création divine qu'on ne se pose plus de questions. Bon, ça a été une façon de penser le mystère de cette espèce de collaboration miraculeuse entre des organes qui fait qu'il y a la vie d'un organisme. Bon, on n'était pas loin de l'économie de la nature, hein, l'économie animale, on appelait ça comme ça aussi. Bon, il y a aussi eu l'économie chez les théologiens, mais les théologiens nous ont donné une pensée de l'économie qui sert ensuite à penser l'État, à penser les institutions, à penser même les mouvements politiques, à penser tout ça en quoi on croit finalement. Hein. C'est une économie de la croyance, une économie de la foi. Et l'économie de la foi, qu'est-ce que c'est? C'est une espèce de rapport euh, dialectique entre la transcendance et l'immanence qui est au fond présent en toute chose. Hein. C'est-à-dire que si on croit en l'État, ou on croit en un mouvement politique, ou on croit en un lieu de culte, enfin une institution religieuse. Aussi, on croit en fait, on développe un rapport entre un principe abstrait qui garantit une action occurrente dans l'histoire, là, tel jour à telle heure, on fait telle chose, on fait tel acte, on pratique tel rituel, on pose tel geste, bon, on dessine telle figure, bon, il y a bon. Et l'acte lui-même dans l'histoire qui médiatise le concept. Ça fonctionne ensemble, quoi. C'est-à-dire que le concept donne de l'autorité à un geste. Par exemple, le mot démocratie est un concept abstrait qui peut emmener Mhm. fonder une institution, un acte, une manifestation, une pétition, je ne sais trop quelle mobilisation. Et en même temps, ces mobilisations-là, ces gestes, ces institutions, ces pétitions donnent une traduction en acte
du référent abstrait. Quoi. Ça fonctionne. Ça s'appelle l'économie. Ça s'appelle l'économie. OK. Bon, pourquoi je parle de ça maintenant? C'est parce qu'on est là-dedans. Enfin, c'est la première fois, enfin, que le mot économie, même si on ne l'utilise pas, malheureusement, on devrait le faire, mais c'est la première fois que ce mot, ces significations-là de l'économie prennent le dessus sur cette économie marchande, prédatrice, inique, destructrice, hein, qui aujourd'hui est censée valoir d'une exclusive et absolue au titre de la pensée économique. Non. Quand on s'intéresse à l'effet d'un virus sur les organismes, on s'intéresse à l'économie du corps. Quand on s'intéresse à sa propagation, on s'intéresse à l'économie de la nature. Quand on s'intéresse aux institutions qui peuvent nous aider à lutter contre le phénomène, hein, quitte à en imaginer des nouvelles, ou à critiquer celles qui sont en place, on est dans quelque chose dans l'économie de la croyance aussi, hein, parce qu'on jette son dévolu sur une instance où on en imagine une qui serait digne de foi. Bon, et le reste, c'est le reste. Donc, c'est l'économie au-delà de la signification très étroite qu'en ont donné les économistes, c'est-à-dire les spécialistes des tendances, signifie, renvoie à une conscience des relations bonnes, des relations qu'on établit entre des éléments, hein, des choses, du vivant, des idées, d'une manière infinie. Hein. C'est très complexe, l'économie. Hein. C'est incommensurable. Hein. Le propre de l'économie, c'est d'être incommensurable. On est loin de ça aujourd'hui. Bon. Oui, oui. Hein. Et pour se demander, mais comment on s'organise? Et ce moment-ci est propice à ce genre de pensée si on ne s'enferme pas dans des slogans genre « tout ira bien ». C'est-à-dire, on est face à une crise quand même, on peut le dire comme ça, même si je n'aime pas trop ce mot-là, mais on est face en tout cas à un passage à vide. Disons ça comme ça. J'essaie d'utiliser des mots qui ne sont pas trop connotés pour qu'on ait une sorte de vivacité là, dans l'affaire. On est dans un passage à vide. Mais c'est le temps de se demander, mais d'où on vient, nous? Pourquoi on met en relation les choses comme on met les choses en relation? Pourquoi on utilise tel mot pour nouer un lien social avec autrui? Pourquoi c'est cet objet-là qui me parvient? Hein, par quel bout? La pensée des relations renvoie à effectivement plusieurs domaines, une pensée interdisciplinaire, l'économie est au centre de ça, et renvoie à un questionnement sur ce que l'on met en relation pour élaborer les mondes qui sont les nôtres. C'est un peu flyé. On quitte vraiment le régime habituel de la pensée, mais il faut le quitter, parce que si on continue de penser en somnambule, on fonce dans un mur. Mais tu penses qu'on va être capable, ça? Es-tu optimiste par rapport à ça? Parce que je pense juste au niveau individuel, j'ai l'impression que y a beaucoup de gens, pour la première fois de leur vie quand même, ils ont du temps pour réfléchir sur leur vie. Normalement, les gens, ils travaillent tout le temps, puis là, ils ont un peu de temps, mais il y a les enfants, puis tout ça, ils n'ont jamais un moment pour, je sais pas, lire, réfléchir, regarder ce qui se passe autour. Il y a des workaholics qui, tout d'un coup, ont plus de travail, puis réalisent, oh mon Dieu, je la connais pas, ma famille. Puis c'est pas ça que je veux être. Peut-être qu'au niveau individuel, j'ai quand même l'impression qu'il y a des gens qui vont réfléchir à leur vie puis qui vont peut-être changer. J'espère. Optimiste ou pessimiste, je ne sais pas trop. C'est des catégories moi, qui ne me parlent pas beaucoup, là, dans le sens. Oui, je comprends. Je dis souvent, si j'avais le talent de Nietzsche, j'écrirais par-delà l'optimisme et le pessimisme. Par-delà le C'est-à-dire que si la maison est en feu, on ne prend même pas une seconde pour se demander si on est optimiste ou pessimiste. Oui, je comprends. Bon, à une certaine époque, on aurait dit que c'est une question bourgeoise. Mais bon, je ne vais pas rapatrier tout ce vocabulaire. Hein. Mais il y a, on n'a même pas le temps de se demander ça. Quoi. Mais ce qu'on peut cependant se dire, c'est que les conditions de possibilité du mot économie, tel qu'on l'utilise maintenant de manière idéologique, étant donné l'impact qu'ont sur nos consciences les économistes, et surtout parmi eux les idéologues là, qu'on voit sur les plateaux, qui écrivent dans les journaux, qui pondent les manuels pédagogiques dans les écoles, ainsi de suite, qui nous bourrent le crâne, qui conseillent les élus qui sont partout. Hein, ce qu'on peut se dire, c'est que les conditions de possibilité de l'utilisation de ce mot tel qu'on le fait maintenant ne seront pas au 21e siècle réunis longtemps. Il y a un moment où, de fait, on ne pourra pas penser l'économie comme on le fait maintenant. Pourquoi? Parce que il y a 2 semaines, j'aurais dit ça, on aurait un petit peu souri. Maintenant, on sourit un peu moins. Le pétrole ne sera pas toujours au rendez-vous. Hein? Ça dit quelque chose, le pétrole, cette semaine? Oui, zéro. Ça vaut donc, zéro. Le pétrole abondant, accessible,
il ne sera pas toujours au rendez-vous parce que, pour deux raisons. Premièrement, aujourd'hui, on est en train de racler les fonds de tiroir. On va chercher le pétrole à 3000 mètres sous les eaux, dans de la boue, qui intéressait personne il y a 50 ans, là, dans des sites non conventionnels, hein, dans une exploitation qui est non conventionnelle, mais aussi l'atmosphère ne peut plus supporter qu'on le brûle. Hein. C'est-à-dire qu'on ne peut plus continuer comme ça à émettre comme ça des déchets. Ouais. Comme on le fait maintenant. Bon, même chose pour le gaz, même chose pour les minerais, hein, qui sont indispensables à la technologie de pointe. En plus, il y a le problème de la biodiversité quand on nous fait dire qu'il y a une majorité d'espèces, des grands mammifères comme des insectes qui sont en train de disparaître, et ce qui va bouleverser la chaîne alimentaire universelle. En plus, hein, du problème lié au réchauffement climatique, hein, qui va se poser, tout ce que j'ai mentionné tout à l'heure, hein, les crues, il y a l'avancée du désert, des sécheresses, des feux de forêt. À un moment où ce système-là, à l'évidence, ne pourra pas fonctionner. Et c'est là où il y aura une révolution que j'évoque dans un sens non romantique. Là. Quand je pense à la révolution, je ne pense pas à des bannières Non, ensanglantes. c'est ça. Ça sera pas beau. Ce que je veux dire, la révolution, c'est, je le répète, c'est rendre révolu quelque chose. Bon, froidement, là. On rend révolu quelque chose qui nous nuit. Hein. C'est-à-dire qu'on le relègue au passé. C'est ça, la révolution. Bon, ben, à un moment donné, ça sera plus important de risquer l'inconnu en s'essayant à autre chose, sur un mode régional, par exemple. Moi, je crois beaucoup, on a pu lire là-dessus Jonathan Duranfolco, par exemple, sur le municipalisme. Je ne suis pas tout à fait dans cette ligne-là, mais presque, là, c'est-à-dire sur des régions, en tout cas, pas nécessairement Ouais, je pense des que c'est le régions futur, moi qui aussi, ouais. pensent les circuits courts, ainsi de suite, qui s'organisent. Bon, et ensuite, dans une logique confédérée en ce qui concerne des enjeux plus larges qu'une région ne peut pas gérer. Là, au Québec, ce serait l'hydroélectricité, par exemple, ou ailleurs, ce serait la pharmacologie. Moi, j'ai dit, il y a des dossiers comme ça qui supposent qu'on se prendre à une échelle plus large, mais qu'on comprenne que c'est à cette échelle-là qu'il faille penser l'économie et non pas en se demandant comment ce stylo-là peut être fabriqué par des Chinois qui vont te payer Le moins cher $1 de possible. semaine parce qu'on ne peut plus exploiter notre main-d'œuvre de la même manière ici depuis le 20e siècle. Donc, il y a un moment où il faudra penser l'économie d'une manière autre et bon, pour ma part, je m'engage, je m'investis, je me projette dans cette période-là, qui est à venir, là, un changement de paradigme qui est peut-être déjà commencé depuis quelques semaines, et qui va supposer qu'on pense l'économie par rapport à des relations. Il y a d'une part des talents, des dispositions, des forces, il y a d'autre part des besoins, des désirs. Comment on met en relation les choses sans que ce soit le marché qui s'interpose, sans que ce soit le capital qui s'interpose. L'idée, ça ne sera pas de dire comment je peux vendre mes fraises en masse à un acheteur américain pour avoir les capitaux qui me permettent d'aller dépenser ensuite au Walmart ou d'investir dans l'immobilier. Que ce type de logique-là soit révolu au profit d'une approche qui concerne la valeur, je me un vieux mot, mais la valeur des choses en elle-même, le plus possible, la valeur d'usage. Comment on pense la valeur à même la valeur d'usage à des échelles plus petites que cette économie mondiale qui est en fait qui est une perversion de l'économie. Ouais. Mais je pense que, bon, là, je vais utiliser le mot optimiste, mais je suis optimiste dans le sens que, tu sais, chacun de leur côté, je pense que les gens réalisent qu'ils sont des consommateurs, finalement. Tu sais, tout le monde a été confiné chez soi, puis tout le monde réalise, je sais rien faire, moi, finalement. Je sais pas, j'ai pas développé de talent. Et là, il y a une mode là, sur les réseaux sociaux, les gens, ils font du pain. Là, ils photographient ça, j'ai fait du pain. C'est comme si c'était de la magie noire, je sais pas quoi. Ils n'avaient jamais fait de pain de leur vie. Mais on réalise qu'on... commence en fonction du jardin qu'il faudra Ouais. faire cet été. Oui, pour la première fois, les gens se demandent, mais je ne sais rien faire, fait que je vais essayer d'apprendre à faire des choses, profiter de ce temps-là pour développer certains talents, mais ça va quand même dans la lignée de ce que vous dites. J'imagine que la graine va germer, puis on va se dire que c'est peut-être ça l'avenir, c'est changer nos talents, puis collaborer, non? Oui, ben en fait, j'ai l'impression que plus objectivement, l'histoire, là aussi, je ne parlerai pas à l'ancienne, mais il faut croire que ces concepts-là ne sont pas si anciens que ça. L'histoire elle-même va nous dire quels sont les impératifs qui sont les nôtres, indépendamment de l'idéologie des puissants qui veulent nous faire marcher dans une certaine direction, nous réduire de la ressource humaine, nous faire nous concevoir nous-mêmes comme des clients, comme des consommateurs. Là, il y a un moment où on va se dire, non, il faut se prendre en main parce que ce système-là, on n'a plus foi en lui. Il y a une crise du point de vue de l'économie, de la croyance. Non, je ne peux pas jeter mon dévolu sur une instance qui, en fait, cherche essentiellement à me manipuler.
hein, et qui me jette dans le mur. Là. Peut-être ce qui est en train de se passer avec moi dans une frange plus grande de la population, mais il y a aussi le réflexe psychologique qui consiste à se crisper puis à dire ben, ça ira bien, on reviendra à la normale, j'ai hâte de pouvoir faire mon voyage à Cuba. Oui, oui, oui. Non, c'est sûr, certain qu'il y a des gens comme ça, là, qui se croisent les doigts, ils attendent, puis ça va passer. Puis... Hein, on pense au premier objet qu'on va consommer quand tout va revenir. Quoi. Mais c'est intéressant de voir qu'il y a de la place aujourd'hui, ne serait-ce que pour en rire. Oui, oui, oui. C'était impossible il y a un mois. Quoi. Au moins, là, on peut en rire, ce qui montre déjà qu'il y a de la distance et que Ben oui, forcément, parce qu'on s'est toujours fait dire, tu sais, bon, ça parlait de décroissance de plus en plus, mais quand tu parlais de décroissance, on disait, bon, t'es complètement fou, le monde va s'effondrer s'il y a de la décroissance, puis tout ça, puis on réalise que, ben non, tu sais, le monde s'effondre pas, on peut continuer à vivre. Même chose pour le pétrole, puis tout ça, bon, on est quand même dans une situation particulière, mais on a quand même la preuve que toutes ces choses-là sont quand même possibles. Entrez dans un supermarché, là, puis éliminez de votre regard tout ce qui est manufacturé. Hein, c'est-à-dire toutes les tartes qui sont faites en usine, tous les produits qui sont prêts à consommer. Et on se retrouve avec une cinquantaine de produits de base. Mm-hmm. C'est de ça qu'on a besoin. Et si on a plus de temps, parce qu'on travaille moins professionnellement, mais on peut davantage s'occuper de nous-mêmes, on cuisinera. Ouais. Puis on en sortira grandi, plutôt que de manger là aussi j'allais être vulgaire, là, mais Ben, des trucs produits cancérigènes, là, congelés, comme bien quoi. souvent. La malbouffe. Ouais. Bon. Et bon, je suis trivial, là, c'est tout simple. Mais on reviendra à des conceptions de l'économie où l'économie, ça ne sera pas seulement une question de se rendre pertinent pour un grand marché dont toutes les logiques nous échappent, probablement parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Mm-hmm. C'est de dire, bon, comment je peux, au fond, me doter d'un savoir-faire, que ce soit intellectuel ou manuel ou autre, hein, relationnel, psychologique même, ou physique, pour me rendre pertinent sur un marché du travail, pour devenir une ressource humaine, pour pouvoir être exploité par un employeur qui est soit une PME liée à une grande entreprise ou une grande entreprise directement, ou un État qui est lié aux deux, hein, pour permettre à des actionnaires de générer de la plus-value et engranger des capitaux en croissance. Ouais, pour que moi, je puisse consommer puis aller acheter ma tarte Ma tarte préfabriquée. surgelée, quoi. Bon, ça sera plus ça. Ça sera de dire, bon, ben là, on a comme un rapport aux choses qui est plus vif. Je pense pas que l'économie marchande va disparaître. Non, non. Pas du jour au lendemain, puis elle existera sous une forme ou une autre. Mais il y aura un moment où l'économie sera une pensée des rapports entre les choses de manière beaucoup plus franche, beaucoup plus crue, par rapport à des envies, des besoins, des aspirations, des désirs qui seront plus immédiats et qui vont supposer sûrement plus de frugalité, plus de retenue, certaines privations peut-être, hein, plus d'humilité, mais aussi plus de joie, plus de sens, plus de signification. Et bon, on lit ça chez un auteur comme Georg Simmel, par exemple, sur qui j'ai fait ma thèse en philosophie. Et Georg Simmel insiste pour dire que l'argent déprécie ce qu'il prétend valoriser. Hein, et il rend blasé, parce Ouais. qu'on traduit, ou il rend cynique, ou il rend. Il est la source de pathologie, de psychopathologie. Bon, alors que si on cesse de tout médiatiser par des valeurs symboliques, mais qu'on finit par penser à un rapport au monde qui est plus sensible, qui est plus senti, qui est plus réfléchi, eh ben, il est porteur de sens. Et on se rend compte on se rendrait compte à ce moment-là à quel point tout ce qui est de l'ordre des valeurs de prestige ou de la valorisation actuelle relève de compensation pour des frustrations, pour des malaises qu'on voit très bien, des suicides en entreprise. Il y en a, là, des suicides professionnels. Là, on pourrait parler du cas France Télécom en France. Il y a tout le problème, effectivement, de l'alcoolisme, des psychotropes, des dépressions nerveuses, des burn-out. On voit très bien que ça marche pas à plein d'égards. Et encore une fois, si on investit ce mot d'économie, on s'outillera d'un terme qui est le support d'une réflexion vaste sur ce que l'on met en relation, ce que l'on choisit de mettre en relation aux fins de résultats escomptés. Est-ce que tu penses, et là, bon, ça va être encore
pas ma nature optimiste, mais quand même, tu penses-tu que les supra-riches en ce moment-là, les très, très riches qui tout d'un coup, bon, c'est sûr qu'ils sont confinés dans des superbes maisons, probablement, sont bien nantis, sont bien, mais ils doivent se dire quand même que être très, très riche, avoir beaucoup, beaucoup d'argent, mais pas de relations humaines, pas de possibilité d'interagir avec les gens qui aiment, ça en vaut peut-être pas la peine. Tu sais, ça vaut peut-être pas la peine de détruire le monde pour ça si au final on est tout seul puis on peut pas en profiter. Ouais, ben, j'ai pas tellement envie de spéculer là-dessus, dans la mesure où je suis convaincu qu'ils pensent pas comme ça, de toute façon. Probablement pas, mais j'essaie de. Je me Il demande devrait. dans quelle mesure on Ça devient vaut pas la peine, tu sais. oligarque parce qu'on pense d'une certaine manière ou on pense d'une certaine manière parce Ouais, qu'on est devenu oligarque. ouais, Je sais ouais, ouais. la condition qui fait qu'on pense d'une certaine façon. Vous avez ce récit en Amérique du Sud là, de ce général d'armée dans des forces marxistes quand il participait à une guérilla, qui était à la tête de troupes, c'était le plus courageux de tous, puis il était admiré de son équipe. Bon, puis du coup, il apprend par un télégramme qu'il hérite d'un oncle qu'il avait complètement oublié, puis propriétaire de chaîne d'hôtel, puis il laisse tout le monde, puis il s'en Ouais, va, ouais. puis il devient gestionnaire de biens, de biens immobiliers commerciaux. Bon, je ne veux pas être cynique non plus, je ne le suis pas d'ailleurs. C'est juste que ces catégories-là ne m'intéressent pas, elles ne me parlent pas, probablement parce que c'est du supra-optimisme, quoi. C'est-à-dire que Ouais. si on être en vie, être en vie, c'est de toute façon chercher à nouer des relations bonnes avec les choses, avec les gens, avec des idées de façon à croître. Donc, il y a une pulsion de vie qui est à l'œuvre, qui est peut-être associable à l'optimisme et qui Mhm. consiste à dire essayons de changer ce monde de façon à ce qu'il soit le meilleur possible pour le plus de gens possible. J'ai écouté des entrevues de toi en me préparant pour le podcast. Et, c'était des entrevues avant la crise et il y avait des moments assez prophétiques finalement. J'ai retenu un moment dans une entrevue où tu dis, tu sais, ce système-là, il semble inébranlable. On vous dit tout le temps, ben, c'est ça, on ne peut pas changer les choses, mais ça va prendre une toute petite chose et tout va être viré à l'envers. Et finalement, c'est exactement ça qui est arrivé. Ça doit faire sourire en coin un peu quand même, non? Mais c'est que c'est parfaitement évident parce que je reviens au fait que ça me semble être une erreur, c'est erré en tous les cas, que d'isoler sa pensée dans le phénomène et l'événement à l'échelle planétaire qui est le nôtre aujourd'hui. N'importe qui comprend un petit peu la connexion qu'il y a entre les feux de forêt en Australie, en Alberta, les ouragans presque annuels aux États-Unis, la crise du verglas en Acadie, au Nouveau-Brunswick, la crise du verglas au Québec, et quoi encore, la montée des crues qui est annoncée, je veux dire, tous ces phénomènes que j'ai cités, Mhm. bien évidemment que ça ne peut pas tenir, et je suis pas du tout dans le sens où je suis seulement en fait un lecteur de gens qui l'ont dit bien avant, Pablo Ouais, ouais. Stanley, Raphaël Stevens, Yves Cochet, ceux de l'Institut Momentum. On parlait d'effondrement, c'est un terme que j'adopte pas tout à fait. Là, je préfère parler, s'il faut trouver un mot, d'érosion exponentielle. Là, c'est qu'on y est déjà. C'est pas que l'effondrement nous place dans une position où on attend le moment où le château de cartes va s'effondrer, alors que l'idée d'une érosion exponentielle nous renvoie à l'idée que tout est à l'œuvre. D'ailleurs, c'est exactement la pensée de ceux que j'ai cités. Là. Hein, j'adhère à ce qu'ils écrivent. C'est simplement que le choix du mot pour, en quelque sorte, Mhm. emballer le tout me semble induire un regard qui est pas le mien, qui est pas le leur d'ailleurs. Mais l'idée, c'est qu'on sait, n'importe qui sort la tête du sable, sait que ce monde-là n'est pas viable. On peut pas accepter un monde où il y a une poignée de gens qu'on peut placer dans un petit autobus qui ont l'équivalent de la moitié la plus pauvre de l'humanité. On ne peut pas juste l'obsolescence et la défaillance programmée. Là. On ne peut pas penser une seule seconde dans un monde fini qu'on peut tenir longtemps dans un régime qui préconise la consommation au point de concevoir des objets qui sont destinés à briser. C'est de la folie. Je veux dire, vous prenez quelqu'un qui est né en 1950, là, dans les Laurentides. Cette personne-là pouvait boire de l'eau de la rivière derrière chez elle, se baigner dans l'eau. Cette même personne-là, de son vivant, a vu ce cours d'eau qui était dans sa cour devenir, même de loin, inapprochable.
avec les algues bleues et tout ce que vous pouvez imaginer. Il y a personne qui reste baigné là-dedans, encore moins boire quoi que ce soit. Je veux dire, c'est pollué, la couleur a changé. Juste et c'est pas encore de la science, c'est de l'anecdote que je dis. C'est pas scientifique, là. Ouais. Je sais qu'à droite et à l'extrême droite, on aime bien ces petites anecdotes qu'on monte en épingle. Là, je suis pas en train de faire ça. Je suis simplement en train de dire que c'est suffisant, ce type de moment-là, ce type de prise de conscience-là, pour, à partir de ce point-là, lire, réfléchir, développer des discours et au moins, souscrire au principe de précaution. Si on n'est pas encore convaincu là, qu'il y a le réchauffement climatique, puis qu'on est dans le mur, puis qu'il va falloir changer de paradigme, positivement, là, au moins adopter le principe de précaution, se dire peut-être que cracher de la fumée comme ça dans le ciel, puis vider l'Atlantique de sa morue, puis jeter des déchets toxiques dans les points d'eau de pêche, puis que tout ce qu'on peut produire et détruire et surexploiter le sol, les terres arables, peut-être que ça nous nuit. Bon, si on n'est pas encore convaincu positivement, on pourrait au moins douter de la pertinence d'une telle pratique et penser que notre régime, notre mode de vie en vaut pas la peine. Ce mode de vie-là, on peut y revenir, le consumérisme est absolument infantilisant. Si on s'arrête 2 minutes et on regarde tout ce qu'on nous offre à consommer, je veux dire, 95% de ce qu'on nous offre à consommer, j'exagère à peine, je ne sais pas pourquoi je lance un chiffre d'ailleurs, mais l'immense majorité des choses qu'on nous offre à consommer sont insignifiantes. Pas nécessaire, puis même insignifiantes, activement nuisibles à la vie culturelle. Oui. Mais c'est quand même, c'est assez fascinant de voir. C'est la première fois qu'on on se mobilise en tout cas pour éradiquer, c'est un virus là, qui tue des gens, mais c'est la première fois qu'on se mobilise pour ça. Bon, comme on l'a dit tantôt, c'est peut-être parce que justement ça peut tuer des riches, mais il y a plein de choses qui tuent tout un pan de population. En fait, on dirait que j'ai l'impression que c'est la première fois que ça déborde jusque chez les Occidentaux. Donc là, ça devient grave tout d'un coup, mais il y en a eu des virus, il y en a eu des plus virulents. Il y a la famine, il y a toutes sortes de choses qui tuent beaucoup de personnes qu'on pourrait éradiquer facilement si on se mobilisait. Mais est-ce que ça va nous conscientiser sur le fait qu'il faudrait peut-être se mobiliser pour que ça n'arrive pas en général? C'est peut-être seulement une digue qui a sauté. C'est pas évident ce qui se passe. C'est très difficile de le penser. Encore une fois, on a tendance à camper dans les discours qui sont déjà les nôtres. Parce qu'il est très difficile de penser la nouveauté. C'est très, très exigeant intellectuellement de se dire, OK, là, je vais mettre en suspens tout ce qui relève de ma pensée habituelle et je vais essayer d'aborder de manière absolument nouvelle un phénomène que je considère absolument nouveau. C'est très difficile, surtout comme ça, avec si peu de recul. Bon. Une hypothèse, ce serait qu'on s'est, en quelque sorte, on a pris très au sérieux cette situation-là, peut-être parce qu'elle a quelque chose d'immédiatement dramatique, elle menace notre corps, c'est aveugle. Il y a quelque chose de fou, là, ça y a de quoi faire un film, là, on dirait une sorte de menace comme ça, abstraite. Bon, ça peut nous sauter à la gorge n'importe quand. Ça nous renvoie à toutes sortes de souvenirs enfouis dans notre mémoire collective, la malaria, la lèpre, tout ce qu'on peut imaginer, toutes ces épidémies en Europe là, qui, à la Renaissance, puis à la modernité, au début de la modernité, pouvaient faire se contracter des démographies entières. Là. Bon. Donc, on a là beaucoup de facteurs qui font que cet élément-là vient déclencher un imaginaire, de la panique, une attitude, des dispositions particulière qui suscite cette prise de conscience-là. Bon, et qui fait qu'après ça, à la Foucault, on pourrait dire qu'il y a un pouvoir horizontal qui s'installe, il faut défendre la société, on finit par croire en les vertus des dispositifs qui sont mis en œuvre pour surveiller les uns et les autres, et chaque secteur du pouvoir, parce qu'on dénonce son voisin qui est sorti, qui est revenu d'Europe il y a seulement 3 jours, puis bon, on peut dire tout ça. Mais aussi, on peut dire, si on sort du seul enjeu, qu'il y a là un phénomène d'accumulation qui est à l'œuvre. Et pour ma part, on a tous eu nos déclics. Pour ma part, là, le vrai choc, on a tous eu nos chocs. Vraiment, ceux qui sont passés de l'autre côté, là, qui sont plus dans le jovialisme là, du capitalisme heureux où on consomme puis tout va bien. Quoi. On a tous eu nos chocs. Moi, pour ma part, c'est pas intéressant que je parle de moi, mais je vais parler de la chose. Ça a été quand j'ai vu ce fameux rapport là, de la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques, un nom abominable,
mais qui constatait, dans quelle mesure c'est vrai, on pourra chipoter, mais que 80% des espèces à terme sont menacées si on continue dans le sens qui est le nôtre. Moi, Si là, ça allume pas une j'aurais... cloche. Bon, oui, je n'ai pas compris, moi, que dans les médias, à Radio-Canada, au quotidien Le Monde, ailleurs, on cite cette information-là comme étant sérieuse, là, et qu'on passe au sport, à la météo, à la culture, au divertissement. J'ai pas compris qu'on continue. J'ai pas compris qu'on s'arrête pas comme on le fait maintenant. Là, 100% hein, des productions médiatiques, à peu près, ou à quelques exceptions près, portent sur le virus et la pandémie. J'ai pas compris qu'on fasse pas ça à ce moment-là. Et j'ai l'impression qu'il y a eu un effort de refoulement, là je vais parler d'économie psychique, un effort de refoulement pour ne pas permettre Oui. à cette information-là de prendre dans nos consciences l'envergure qu'elle a de fait. Et à force de cogner à la porte, hein, ces phénomènes-là qui sont liés à notre mode de vie intenable et irresponsable, on finit par faire sauter la digue. Hein, et on est là confronté à ce problème parce que c'est pas la première fois qu'on essaie de le refouler, de l'emballer, de le déguiser, de lui donner une forme, de le caser, hein, et puis de le stéréotyper ou de le différer. Bon, on a utilisé toutes les techniques psychiques qui sont à notre disposition pour essayer de tenir en respect cette question-là qu'il faudra poser, à savoir que le monde, tel qu'il évolue, notre histoire n'est pas compatible, n'est pas réductible au discours idéologique qu'on nous met dans le ciboulot pour nous faire marcher dans le sens qui intéresse les puissants. Mais je pense qu'aussi on est gavé d'informations. Il y en a tellement, on dirait qu'on prend plus vraiment la mesure de ce qu'on nous dit non plus. Puis moi, je plaide coupable de ce virus-là. Quand j'ai vu ça la première fois, j'ai à peine porté attention. OK, ben j'avais entendu, tu entends plein de virus tout le temps, que lui est plus dangereux que les autres. Ça devient difficile. Oui, moi aussi, quand j'ai entendu parler de ça, c'était un petit peu comme entendre parler du déraillement d'un train en Oui. Allemagne. Bon, c'est malheureux pour les gens, mais bon, je ne vais pas passer ma journée à pleurer. Je vais Mm-hmm. passer au moment suivant. Mais je pense que c'est la même Ce chose qui pour m'intéresse, c'est l'environnement. On se fait dire beaucoup d'informations, puis on dirait ce qui m'intéresse, là, qu'on ne prend pas la mesure. c'est le fait qu'un appareil politique, médiatique et productiviste et financier à la fois est finalement accepté, avec des tensions, avec des discussions, avec des résistances, mais accepté de suspendre leur activité courante au profit d'un état d'urgence. Hein, puis comme on le sait dans le discours sur la souveraineté, hein, c'est qui déclare qu'il y a état d'urgence, hein, puis qu'est-ce qu'on fait pour l'état d'urgence. Et pourquoi on n'a pas fait ça au moment de ce rapport, ou pourquoi on n'a pas fait ça au moment de la COP 21 qui a donné lieu à l'accord de Paris, qui supposait de manière solennelle des engagements formels de la part des États qui étaient tellement ambitieux que normalement, il aurait fallu que le premier ministre du Canada, pour avoir signé ce papier-là, revienne ici et dise, avant toute chose, on interrompt l'exploitation des sables bitumineux. Parce que le Canada ne peut pas respecter son engagement fait à Paris en 2015 et acheter un oléoduc hein, avec la bénédiction tout un électorat, peu importe. Ouais. Je ne sais pas si tu as Dans les vu cette polémiques. information-là circuler, mais apparemment, dans l'année, on a réduit le CO2 de 4 mais les objectifs de l'accord de Paris, c'était de 6 donc même en confinement total, on n'aurait pas atteint. C'est un objectif qui était farfelu finalement. Ben, il était nécessaire. Et c'est dommage d'ailleurs qu'on se surprenne à parler à l'imparfait, hein, parce que cet Ouais. accord-là, en principe, il est Ouais, ouais. encore. Mais il fallait que, à ce moment-là, l'appareil politique, l'appareil médiatique, l'appareil industriel, l'appareil financier se comporte hein, sur le mode d'une transition. Mais bon, il a fallu que ça soit un virus. Bon, tout ce que je veux dire, c'est que si on pense cet événement qui est le nôtre aujourd'hui dans une certaine perspective historique, là, même brève, là, on peut remonter jusqu'à il y a 50 ans, là, si on veut, on n'a pas besoin de remonter jusqu'à les guerres ou jusqu'aux guerres de religion. Là. On voit qu'il y a suffisamment de phénomènes qui montrent qu'on aurait pu autrement réagir comme on le fait maintenant. Et ça aurait été plus intéressant parce que c'eût été politique. On aurait pris la décision
d'agir sur la base d'une volonté, en fonction d'un rapport au monde qui est complexe, qui n'est pas celui d'une oligarchie qui veut faire du profit sur un mode actionnarial. Là. Non. Et on aurait pensé des économies, notre rapport au monde, notre rapport aux écosystèmes, notre rapport aux croyances, notre rapport à la science, notre rapport à la symbolique, notre rapport entre nous, le sens. Non, on a continué à foncer, à aller dans le mur. Ouais. Bon, Il a fallu frapper le mur un peu pour réfléchir, là, prendre un peu de là, recul. il commence à y avoir des signes avant-coureurs, là, que s'il n'y a pas de changement de paradigme volontaire, il y en aura un qui sera subi. Mhm. Et à ce moment-là, ce sera catastrophique. Ouais. Euh, j'ai noté quand même quelques petits trucs positifs, dont un qui est dans ton champ d'expertise. Je ne sais pas si tu as vu ça. Au Danemark, ils ne vont pas aider les entreprises qui utilisent les paradis fiscaux. Bon, Justin Trudeau, là-dessus, s'est fait poser la question. Je ne sais pas si tu as vu, il est resté très évasif, donc ça voulait dire non, il n'allait pas prendre ces mesures-là. Mais ça pourrait être une manière... Pardon? Ça voulait dire je comprends pas la question. Ouais. Il a évité la question. Mais il y a un moment, on est quand même à un moment où justement on tient ces compagnies-là pas un peu par les couilles. Ils vont avoir besoin d'aide et si on leur fournit pas cette aide-là, ben allez piger dans vos coffres, dans vos paradis fiscaux. Ça serait un bon moment en fait de légiférer, non? Oui, moi, ce qui me fait peur, c'est, en France, puisqu'on parle d'optimisme, il n'y a pas lieu, vu des signes avant-coureurs là, de ce que peut dire le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, je crois, Le Maître. Il n'y a pas lieu d'être optimiste, quoi. C'est dans le sens où il y a des États qui prévoient faire travailler plus les gens, dire, faire passer la note aux travailleurs. Ouais. On voudra passer. Mais je veux dire, je suis pas. Faut pas baisser les bras, là. Effectivement, la conjoncture est formidable pour deux raisons. D'une part, il faudra payer la note. Si on surcharge d'impôts, de taxes et de toutes sortes de factures, des boutiquiers, des honnêtes travailleurs, des salariés, des petits fonctionnaires, on s'en sortira pas plus. Bon, et puis bon, enfin, il faut voir comment le capital réagit selon les filières, ainsi de suite. Et d'autre part, on se rend compte de ce que représentent des institutions publiques défaillantes lorsqu'elles ne sont pas suffisamment financées. Ouais. Les deux phénomènes. Là. Bon. Donc, on peut le redire, oui, les paradis fiscaux, nous en payons le prix tous les jours, tout le monde. Je veux dire, par rapport au transport en commun, par rapport au logement, par rapport à l'université, par rapport à l'école, par rapport aux minima sociaux, c'est-à-dire aux services qui viennent d'aide, aux gens qui, tout d'un coup, sont en détresse, des interventions en matière psychiatrique, tout ce qui concerne le logement, le développement du territoire, l'aménagement du territoire surtout, la transition écologique qu'il faudra bien penser, réfléchir avec de l'autorité, puis peut-être même des chantiers nouveaux pour parfaire des services qui seront écologiques. Il y a tout ça qu'il faut penser. Et pour ce faire, il faut des institutions publiques qui peuvent devenir aussi régionales si on passe à un tout autre mode. Ou encore, dans le cadre de nos États actuels, il faudra en tout cas qu'une institution publique qui a à cœur le bien commun et qui ressemble aux citoyens, et qui ne soit pas simplement là pour imposer aux citoyens une logique qui est celle d'un establishment financier, qui ait les moyens de le faire. Et pour ce faire, il faut aller chercher les fonds là où ils sont. Là, si on a élaboré un système qui permet à des multinationales continuellement, par toutes sortes d'artifices comptables, de canaliser des milliards et des milliards de dollars aux Caïmans, aux Bahamas, aux Bermudes, au Luxembourg, à Hong Kong et ailleurs, on ne s'en sortira pas. Et c'est effectivement l'occasion d'y revenir. Et tout est sur la table pour le faire. Là. Oui. Personne peut aujourd'hui plaider l'ignorance. On sait qu'il y a ce problème-là. J'espère que des gens comme le premier ministre Legault, qui, comme gestionnaire d'Air Transat, administrait des filiales à la Barbade, là, oui. J'espère qu'il comprendra le tort qu'il faisait au bien public
Hein, donc, il est responsable aujourd'hui comme premier ministre en agissant de la sorte Oui, oui, comme oui. gestionnaire. Ben, mais ça serait logique en même temps parce que c'est ce qu'on fait avec les particuliers. Parce qu'en ce moment, tu n'as pas droit à l'aide gouvernementale, l'aide d'urgence si tu n'as pas fait tes impôts l'an passé, si tu n'as pas participé au fonds public, tu n'as pas droit à l'aide. Mais eux ne participent pas au fonds public. Donc, pourquoi les Ouais, ils pourront sauver? Ça serait toujours dire qu'ils complètement ont pu absurde. payer un peu d'impôts parce que telle structure en paie, parce qu'ils ont peut-être... Bon, ils pourront Oui, oui, toujours non, dire je qu'ils ont comprends. payé Là, un ouais. petit peu, mais effectivement, moi, je suis tout à fait ravi de voir que des pays comme le Danemark, la Pologne ont, ont décidé de soutenir toutes les entreprises, sauf celles dont on sait qu'elles ont des filiales dans les paradis fiscaux. La simple idée qu'on en est suffisante pour qu'on se dise, ben, allez puiser dans les fonds que Ouais. vous avez souscrits au fisc si vous avez des problèmes, comptez pas sur nous. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que tu penses que ça va, c'est une idée qui va faire boule de neige ou ça va seulement s'arrêter à certains J'aimerais, moi, pays? que les journalistes, les syndicats, les électrices, les électeurs, quand ils sont en situation de voter et qu'ils voient un candidat, une candidate, euh, toutes les personnes qui ont accès à la parole publique, dont c'est notre cas maintenant, Ouais, un titre ou un autre, rappellent ça. Effectivement. Avant de refiler la note aux petites gens, là, déjà, moi, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas eu un gel des factures à certains égards, les ouais, lois. Comment exiger d'un restaurateur qui ne peut pas opérer en vertu de la loi qu'il paye son loyer? Bon, y a quelque chose à penser. Là, on est à distribuer comme ça toutes sortes d'enveloppes à toutes sortes de monde, un peu dans un moment panique, hein, pour permettre aux gens, mais assez aléatoire, de sortir la tête de l'eau. Hein, mais qu'on n'ait pas pensé le fonctionnement du système. Hein, dire, ben là, on suspend les activités. Il faudrait voir comment ça peut fonctionner d'un point de vue technique. Là, j'admets le premier que c'est pas ouais, simple. C'est ouais, pas ouais. magique. Mais je comprends pas qu'on n'ait pas travaillé sur ce plan-là. Dire, ben là, on suspend les factures, on suspend un certain nombre de dettes pendant un certain temps, puisqu'on a tout suspendu du reste. En tout cas, je me serais attendu, j'aurais espéré que les choses se passent de ce point de vue-là plutôt que de simplement envoyer des chèques à tout le monde. Peut-être que c'est plus rentable électoralement que d'envoyer des chèques. Là. Mais, Mhm. euh, mais Oui, en tous les cas, le jour où il faudra, on nous parlera de payer la note. Hein, et le jour aussi où on nous dira à nouveau que l'État n'a pas d'argent, hein, oui, bon, hein, faudra citer ce problème-là des paradis fiscaux de manière impérative. C'est encore un sujet qui est beaucoup trop marginal par rapport à son importance, mais comme tellement d'autres d'ailleurs. ouais, ouais, Le ouais. feuilleton médiatique nous a habitués à parler d'enjeux marginaux et non centraux. J'espère qu'on va s'habituer à Ouais. traiter le Ça me fait sujet. penser à Macron qui avait dit ça aux infirmières, je pense, qui voulaient des augmentations. Ben, l'argent, ça n'arrive pas par magie, ça apparaît pas par magie. Ouais. Ça dépend pour qui. Ouais. Mais ça, il y a quelque chose de quand même particulier, je trouve. Je ne sais pas si tu as suivi ça, mais au Québec, mais les gens supportent beaucoup François Legault. Tout d'un coup, on trouve cet homme extraordinaire, puis tout ça, puis on dirait qu'il est inattaquable. Tout d'un coup, il y a eu la crise des CHSLD. Juste le fait d'avouer qu'il aurait dû intervenir, là, ah mon Dieu, quelle transparence, c'est extraordinaire, c'est rafraîchissant, puis tout ça. Là, c'est le côté plus négatif, mais il y a de quoi de fascinant là-dedans quand même, qu'on trouve que c'est un leader tout d'un coup. Tu sais, quand ça a été, ce genre de pensée-là, c'est la cause là, de ce qui Ben nous là aussi, arrive un je peu. vais inscrire cette question-là, mais d'une part, je suis surtout pas spécialiste de François Legault, là. J'ai jamais fait de François Legologie. Là. Euh, Je te le souhaite pas. je connais pas beaucoup le personnage au-delà de choses fondamentales, là, c'est-à-dire d'où il vient, c'est son idéologie. Là. Mhm. Euh, Moi, ce qui m'étonne, autant par rapport à Trump que par rapport, d'une certaine façon, à Trudeau, étant donné d'où il vient, euh, à Pelado, hein, quand il a été question là, de sa présence au Parti québécois, de Legault, de Macron, c'est comment il se fait qu'on confère de la crédibilité à des gens simplement parce qu'ils sont millionnaires. Ouais. Alors que on voit très bien que la personne n'a pas plus de qualité que ça. C'est un comptable.
Bon, il est vraiment monsieur, madame, tout le monde. C'est peut-être ça qui plaît, mais pourquoi faut-il que le monsieur et madame, tout le monde qu'on envoie à cette position-là soit nécessairement millionnaire? Dire qu'est-ce que... Bon, je veux dire, il me semble qu'il y a une horticultrice, une infirmière, je sais pas moi, dire un ambulancier, un enseignant serait aussi, dire qui serait doué, là, il y en a plein. On serait autant bienvenu. C'est cette idée que lorsqu'on vient du monde des affaires, on est d'une autre dimension. Ah, c'est toujours cette dichotomie entre l'économie ou autre chose, là. C'est Mhm. on est sur le versant important des choses, qu'on a vu, la lumière. C'est assez navrant. Ben, c'est un peu, j'imagine qu'on perçoit le gouvernant comme quelqu'un qui est là pour nous enrichir, là, tu sais, collectivement. Ouais, il On s'est veut... enrichi de lui, puis comme il est à la tête de l'État, il va savoir comment nous enrichir. Non, non, il s'est enrichi parce qu'il a appris à détourner les fonds publics, puis à Oui. accentuer dire, la part de ces énormes assistés sociaux qui sont les, euh, les grands actionnaires. Comment s'est créé Vidéotron? Comment s'est créé le festival Juste pour rire? Allez fouiller, voyez le Oui. rôle. Comment s'est créé Donald Trump? Allez voir le rôle de Boeing. Allez, quelle est l'importance des subventions que verse l'État aux pétrolières? Voyez à quel point ces gens-là continuellement canalisent des fonds publics sur un mode souvent Mhm. opaque et se servent eux-mêmes dans la caisse de toutes sortes de façons, subtiles ou pas. Euh, et bon, quand ils sont au pouvoir, ils font simplement garantir le maintien de ce système-là, légitimer les paradis fiscaux. Mhm. Légitimer les paradis fiscaux. Déjà, c'est impensable qu'un chef d'État ne fasse pas de ce dossier-là sa priorité s'il est sérieux. Là, il permet à un État de d'élaborer une loi qui va faire que les entreprises de chez soi peuvent créer une filiale là-bas pour gérer depuis là-bas des activités qui ont lieu chez soi. Donc, on laisse l'État s'ingérer, en fait. C'est-à-dire que c'est cet État-là qui vote des lois qui permettent à une entreprise de gérer un capital qui est fait chez nous. C'est Pas se complètement respecter fou. beaucoup, hein. Ben, c'est ça, c'est quoi? Ça fait des décennies qu'on vote pour des gens qui n'aiment pas l'État social, quoi. Mhm. Ils aiment simplement l'État corporatiste. En terminant, je ne vais pas te retenir trop longtemps. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir une certaine, bon, j'emploierais le mot révolution, mais j'ai l'impression que il y a il y a quand même un vent de changement je sens beaucoup d'insatisfaction, puis je le sens d'une manière c'est un peu absurde que je dise ça, mais il y a beaucoup de gens qui croient aux théories du complot ces temps-ci. J'ai l'impression que ces gens-là, justement, ils cherchent des réponses, ils ont l'impression qu'ils se font avoir, on leur dit pas tout. Bon, puis ils trouvent les réponses peut-être des fois avec une manière un peu ils bricolent quelque chose là, qui fait pas de sens. Là, puis c'est dommage. Des fois, c'est une question de. On nécessairement beaucoup d'éducation, mais est-ce que tu as l'impression qu'il va y avoir qu'il y a un vent de changement qui va vraiment survenir? Ben, j'apprécie comment tu abordes cet enjeu-là du complot, dans le sens où il y a déjà dans l'histoire, il y a des complots. Là. On ne va pas faire comme Oui. s'il n'y en avait jamais. En voir partout, c'est autant un problème. Hein. Le problème, Ouais. l'enjeu, c'est de continuer à penser. Ce qui est en cause dans toutes ces élaborations-là, c'est surtout un désir de réponse. Et c'est là où la pensée est piégée. C'est dans ce désir frénétique d'avoir des réponses. C'est-à-dire qu'on est dans un monde où on peut effectivement douter de beaucoup de choses. On peut douter de la probité de ceux qui gèrent les entreprises pharmaceutiques. On peut douter de la probité des chefs d'État. On peut douter, je veux dire, de la justesse du mécanisme qui fixe le prix du pétrole à la pompe. On peut douter, même si on va aller jusque-là, des raisons officielles hein, qu'on nous a données pour expliquer le 11 septembre Ouais. 2001. On peut douter de beaucoup de choses. Moi, je n'ai aucun problème avec le doute. Je viens d'une discipline, la philosophie, qui entretient le doute. Hein. On appelle ça des apories, on appelle ça l'époquée. Hein. C'est des termes qui existent pour témoigner de pensées qui se satisfont de ne pas avoir de réponse absolue et immédiate. Bon, je crois que c'est plutôt là qu'il faut travailler, c'est-à-dire se former à cultiver des questions qui n'ont pas nécessairement de réponse, sans Mhm. que ce soit grave, sans qu'on soit obligé de dire non, non, c'est les 200 familles, non, c'est les Oui, Juifs, oui. non, c'est les Illuminati, C'est les non, c'est reptiliens. la CIA, non, sans qu'on soit toujours obligé de combler le vide de la Oui. question et qu'on s'habitue, qu'on s'astreigne
hein, à cultiver des réflexions qui, non, n'ont pas nécessairement de réponse. Et quant à la deuxième partie de la question, à court terme, il n'y a aucune raison d'être optimiste lorsque tout le monde est un peu braqué, de toute façon, on manque de recul pour penser la chose, mais il m'apparaît évident qu'au 21e siècle, nous vivrons un changement de paradigme. Il y a deux questions qui se posent par rapport à lui. Est-ce que ce sera sur un mode concerté ou sur un mode subi? Bon. Est-ce qu'on sera assez vigilant comme collectivité pour à un moment donné se dire, bon, ben là, on va prendre les devants sur ce qui s'en vient parce que sinon, on va se prendre la réalité de plein fouet, un peu comme maintenant. Et on ne sera pas du tout outillé pour y faire face. Déjà, ça sera dur de toute façon parce que la planète nous envoie plein de signaux pour nous dire qu'elle ne peut plus subir les assauts dont elle est l'objet. Et l'autre question qui est connexe, c'est de savoir si cette transition-là se fera sur un mode solidaire ou fasciste. Oui. Est-ce que ce seront des gens qui ont à cœur l'organisation, une économie viable, où on met en relation le plus de gens possible par rapport au plus d'éléments possibles, sur le mode le plus sensé possible pour arriver au meilleur résultat possible, indépendamment d'une caste d'oligarques qui aujourd'hui façonne le monde de façon à tirer profit de tout, ou bien on laissera je vais être vulgaire au moins une fois, des connards, des brutes, des grosses brutes épaisses. Si vous ne comprenez pas ce dont je parle, regardez ce qui se passe à Washington. Hein, des imbéciles qui vont en quelque sorte profiter, carburer sur la panique, sur l'angoisse, sur l'anxiété, pour rallier à eux une minorité ou enfin une partie de la population contre l'autre, en disant, ben nous, on prend ce qui reste et vous, on vous déclare nos ennemis et advienne que pourra. Mm-hmm. Donc, moi, ce qui me fait peur aujourd'hui, ce que je crains, là, mes appréhensions portent beaucoup plus sur ces deux questions-là. Est-ce qu'on va avoir la vigilance de se concerter pour vivre ce changement de paradigme et est-ce qu'on le fera sur un mode solidaire, juste et intelligent? Mm-hmm. Apparemment que selon l'histoire, après les traumas, c'est plus le totalitarisme qui prend la place qu'autre chose, mais on espère Essayons que... de tirer les leçons de l'histoire. Oui, Vraiment. oui. C'est pour moi, j'écris beaucoup ces temps-ci sur les économies à mes contemporains. Hein, je pense à mes contemporains quand j'écris, mais par rapport à un monde qui ne nous est pas encore contemporain, mais qui le devient à grand galop. Mm-hmm. On le voit ces semaines-ci. Hey, merci beaucoup, Alain Deneau. C'est vraiment un plaisir. Merci d'avoir pris le temps. Puis, prends soin de toi et de ta famille. Comme tout le monde, merci à toi. Merci. Bye bye.